Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille le docteur Albert Nianguil, secrétaire départemental de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler avec vous de cet événement, la célébration prochainement de la journée mondiale pour la santé bucco-dentaire. Ça sera célébré également ici à Mayotte le 1er avril prochain. On en parle plus amplement avec vous. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, le docteur Jeanne Duprat et docteur Fabrice Lefebvre, tous deux urgentistes, médecins urgentistes. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour alerter sur une situation qui aujourd'hui vous inquiète, la situation au niveau des services d'urgence, une situation que vous trouvez trop chargée et une situation que vous souhaitez faire changer. On en parle tout à l'heure avec vous, mais d'abord voici les titres de ce lundi 27 mars. Hier, Emmanuel Macron a passé 3 heures sur l'île. Immigration, sécurité, développement économique, éducation. Le candidat à la présidentielle a présenté son programme pour Mayotte lors d'un meeting à Dzaoudzi, l'abattoir. Retour sur cette visite en ouverture de votre journal. La deuxième édition de la semaine des TPE a débuté aujourd'hui. Objectif, valoriser les très petites entreprises, fer de lance de l'économie locale. Élus départementaux, parlementaires et membres des TPE étaient ainsi réunis ce matin dans une entreprise de menuiserie à Sada. Plus d'informations au cours de cette édition. Ce midi, une nouvelle conférence dans le cadre du programme culturel du CUFR a eu lieu. Cette fois, c'est la géostratégie qui a été mise en avant avec une conférence dénommée « Au cœur des enjeux géostratégiques régionaux, le cas des petits États et territoires insulaires de l'océan Indien ». Conférence qui fait écho à Mayotte. Reportage. Et Emmanuel Macron aura passé 3 heures intenses à Mayotte. Le candidat du mouvement En Marche a atterri vers 18h hier soir après sa visite à La Réunion avant de repartir à 21h15. Accueilli en véritable rockstar, il aura tout juste le temps de participer à un meeting et de répondre aux questions des journalistes. Immigration, insécurité, éducation, développement économique. Emmanuel Macron a pu détailler la teneur de son programme pour Mayotte s'il est élu président en mai prochain. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le bain de foule aura été au rendez-vous pour le candidat du mouvement En Marche. Accompagné par une pléiade d'élus locaux, Emmanuel Macron a pu mesurer sa cote de popularité sur le département. Une foule garnie avait ainsi fait le déplacement pour son meeting à Dzaoudzi, l'abattoir. Un meeting au cours duquel le candidat en tête de certains sondages a pu détailler les priorités absolues de son programme, que sont l'immigration et la sécurité. Personne, moi-même, ne peut pas vous garantir qu'il y aura plus de Kwassa qui traverseront justement les rives. Par contre, qu'est-ce qu'on doit faire ? 1. Avoir une vraie politique de co-développement avec les Comores. Tant que les Comores ne rattraperont pas leur retard, tant qu'on n'arrivera pas justement à ce qu'il y ait un vrai développement... C'est-à-dire que là on parle de coopération régionale alors. On parle de coopération régionale, d'une vraie aide publique au développement. On donne 20 millions aujourd'hui, c'est pas suffisant, il faut au moins doubler cette aide. Dans le cadre de l'aide publique au développement de la France, d'une vraie convention, et l'Europe doit s'y engager aussi. C'est à la fois notre histoire, mais c'est la clé si on veut que Mayotte ne soit pas débordée par cette immigration. Donc premier point, c'est le développement, mais que je veux conditionner avec une vraie politique de reprise des clandestins. Parce qu'aujourd'hui, vous attrapez des clandestins, vous le savez très bien, les Comores ne les reprennent pas. Et donc il faut conditionner cette aide publique au développement à la reconduite à la frontière des clandestins. Deuxième chose, des vrais moyens pour la sécurité. Concernant la sécurité, le candidat du mouvement En Marche promet des moyens supplémentaires et l'affectation d'un préfet chargé de la sécurité sur le territoire. Deuxième point phare de sa politique locale, la jeunesse. Macron s'engage à construire 500 salles de classe supplémentaires durant les 28 premiers mois de son mandat. 1 milliard d'euros seront ainsi alloués au DOM-TOM, notamment sur cette question de l'éducation. Le troisième point concerne le développement économique, avec notamment d'importants investissements et la mise en place de la zone franche. Les infrastructures routières et portuaires, avec là une vraie politique de développement qui doit être concertée avec les élus et le territoire, mais qui est indispensable pour le développement de l'île. Pour accompagner ça, il faut aller au bout de la zone franc, qui est pour la réussite de l'île une politique indispensable, et la structuration de plusieurs filières, tourisme, agriculture, pêche, valorisation de la mer, la croissance bleue. Mayotte a cette possibilité pour l'île, avec là de l'investissement et une politique de simplification. Je veux que Mayotte bénéficie de l'adaptation des règles sur le terrain que je veux dans la République.
On ne peut pas appliquer les mêmes règles qu'à Paris, ici à Mayotte. Ça n'est pas vrai et ça n'est pas possible. Autant d'engagements qui doivent permettre au 101e département de France de se développer durant les 5 prochaines années. Néanmoins, la question de ces soutiens pose question. En effet, hier, les élus locaux ont joué des coudes pour exister auprès du candidat Macron. La question des soutiens aux législatives est posée, même si pour le candidat, l'hétérogénéité de ses soutiens représente une véritable force. Moi, j'aspire pas à construire un parti politique. J'aspire à présider. Et donc, le jour où on est un parti président... politique qui n'existe pas encore. Alors si, j'ai un mouvement politique qui est en marche, qui a plus de 230 000 adhérents. Ouais. Le Parti Socialiste revendique moins de 90 000 cartes. Donc je vous rassure, on n'a pas de problème de mobilisation sur le terrain. Par contre, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un entrain, il y a une dynamique qui est là, il y a une volonté de faire. Et dans ce contexte-là, je vous le dis très clairement, moi je veux rassembler au maximum. Alors il y a sans doute des opportunistes qui arrivent, mais moi je ferai le programme que j'ai construit avec le peuple et pour le peuple. En attendant, nul doute que s'il est élu président, les partis locaux qui le soutiennent risquent de s'affronter en vue des élections législatives et sénatoriales. Même si avant cela le candidat Macron va devoir convaincre l'électorat français que cette alliance de gauche à droite est à même de gouverner la France. Et je me tourne à présent vers nos invités, Dr Jeanne Duprat et Dr Fabrice Lefebvre. On vient de voir ces images avant de parler de notre sujet. Votre réaction sur ce qui a été déclaré. Aujourd'hui, vous faites appel aux autorités pour une situation qui aujourd'hui vous est insupportable. Que pensez-vous de tout ce qui a été dit sur Mayotte ? Écoutez, nous on fait pas de politique, en tout cas on n'est là pas pour ça, d'accord ? On est là simplement pour dénoncer une situation qui est inadmissible, en tout cas pour nous les urgences, et pour la politique après, en fonction de ce que nous proposent les gens, nous verrons, mais c'est en âme et conscience, quoi. Alors du coup, la situation que vous pointez du doigt aujourd'hui, quelle est-elle ? Eh bien, donc il y a quelques jours, l'ensemble des urgentistes ont écrit une lettre qui vous a été destinée, qui a été également destinée à nos tutelles, à la direction du CHM, pour décrire une situation qui est de plus en plus critique, qui s'aggrave au fil des mois, et pour laquelle nous n'avons plus de solution en interne. Nous nous efforçons au quotidien d'assumer la tâche aux urgences, mais cela est, nous pensons, nous en sommes certains même, la situation est de moins en moins assumable pour nous soignants. Alors qu'est-ce qui cloche ? C'est un manque d'effectifs, une surcharge de travail, beaucoup trop de patients que vous n'arrivez pas à suivre correctement, à prendre en charge ? À l'heure actuelle, les urgences de l'hôpital de Mayotte reçoivent 50 000 patients par an, ça fait 140 par jour. Pour pouvoir gérer tout ça, et aussi l'extra-hospitalier, c'est-à-dire le SAMU, d'accord, nous avons besoin de 9 médecins et de 2 internes. À l'heure actuelle, nous n'avons pas assez de titulaires pour pouvoir mettre 9 médecins pour faire tourner et les EVASAN, et le SAMU, et les urgences. Nous étions déjà dans une situation extrêmement précaire, mais bon, on donne de notre temps, on donne de notre sueur pour pouvoir faire fonctionner le service. Et là, ce qui nous a fait écrire cette lettre, c'est que, en principe, on doit avoir 2 internes. On avait 8 internes qui nous étaient alloués à chaque fois, à chaque semestre, et au mois de mai, on n'aura plus du tout d'internes, donc on ne pourra plus du tout faire fonctionner les urgences. C'est pour ça que dans le courrier qu'on a fait, nous avons dit qu'à partir du 18 avril, d'accord, il n'y aurait plus de médecins aux urgences, puisque nous, on aura fait plus que notre temps de travail, d'accord, et il n'y aura plus de médecins disponibles pour travailler aux urgences. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà eu affaire à la direction ? Est-ce que vous avez déjà fait part de vos problématiques à vos supérieurs, enfin à ceux qui pourraient vous apporter des solutions ? Alors évidemment, notre direction est informée, puisque elle est le recruteur au CHM. Nous fournissons, comme dans tout établissement, nos plannings de travail, donc elle suit ça de près. Concernant cette crise aiguë qui se présente à nous, eh bien, oui, nous les avons rencontrés la semaine dernière. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de nouvel échange. Et justement, quelle action, vous avez parlé de ce planning pour montrer justement l'importance de la présence des médecins urgentistes. Quelle action concrète allez-vous mener en dehors de celle-là ? Nous, simplement, on doit être en principe 32 médecins. À l'heure actuelle, nous sommes à peine 18, il n'y a que 6 titulaires. Donc, on ne peut pas faire un planning où il faut 32 personnes avec 18 personnes, dont 6 titulaires. Donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est au moins assumer au maximum qu'on peut
mais on ne peut pas aller d'au-delà de notre temps de travail et de notre temps de présence. Sinon, on pourrait être là 24 heures sur 24, quoi. Mais pour le coup, là, ça met en danger les gens, quoi. Vous confirmez le fait que beaucoup disent que Mayotte souffre d'un vrai problème d'attractivité ? Oui, sans doute. On a certainement plus de mal que dans d'autres départements à attirer des médecins. De nombreux services d'urgence en France sont dans la même situation que nous, mais notre situation d'éloignement et d'insularité aggrave les choses. On a des médecins qui viennent sur des courtes durées. On a des remplaçants fidèles, mais malgré tout, ça ne suffit pas. On est aussi soumis à un flux important de patients qui ne cesse de s'accroître d'année en année. Globalement, depuis 2010, le nombre d'entrées aux urgences il s'est élevé de 40%. 40% de moins de patients avec le même effectif. Donc il y a 6 ans, 7 ans, on arrivait à faire notre job. Et là, on n'y arrive plus. On le fait, mais il est de plus en plus difficile et surtout, nous, on a le sentiment que les patients, on doit mieux aux patients en fait. Et hormis ces internes, vous demandez également plus de personnel paramédical ? Alors, les solutions en interne, on en a déjà, nous, épuisé un certain nombre. Évidemment, ça fait l'objet de notre travail continu avec notre direction. Les urgences, c'est la clé entre l'aval et l'amont, donc entre toute la médecine de ville, la médecine générale en dispensaire, et puis l'aval, c'est les lits d'hospitalisation et les solutions pour des patients pour lesquels le plateau technique n'est pas forcément suffisant à Mayotte. Donc aux urgences, on est pris entre ces deux problématiques. L'offre de soins, je pense que ça ne fait de secret pour personne, elle est clairement... En tout cas, c'est ce qu'on pense. Elle est insuffisante. Elle ne répond pas aux besoins de santé de la population. Elle se développe, certes, mais beaucoup moins vite qu'augmente le besoin. Et ça, nous, urgentistes, notre mission, c'est de soigner les patients au quotidien, les accueillir aux urgences sans discrimination, sans faire de distinction, juste en distinguant l'urgence vitale de l'urgence relative. Voilà, c'est ça notre travail. Ensuite, vous êtes en mesure de le faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau, de nous avoir expliqué la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. On suivra justement sur le terrain comment ça se passe. Docteur Jeanne Duprat et docteur Fabrice Lefebvre, merci beaucoup à vous. Et à l'appel du syndicat Force Ouvrière, une partie des salariés de Tetrama étaient en grève ce matin. Vendredi, les agents avaient déjà exercé leur droit de retrait en prévision du début du mouvement prévu ce jour. L'objet de la colère est des négociations annuelles obligatoires qui n'ont toujours pas été entérinées et des promesses non tenues. En clair, la grève datant de juin 2015 ne semble pas avoir résorbé le malaise social qui règne au sein de l'entreprise. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. Une partie des agents de la société Tetrama est en grève depuis ce matin. Un mouvement qui fait écho à celui datant de juin 2015. En effet, plus d'un an et demi après, le syndicat FO n'est pas satisfait des avancées obtenues. Lors de la grève qui a été faite en 2015, je pense, il y a eu des mesures qui ont été prises, des engagements plutôt. Ils ont fait, c'est ce qu'on appelle NAO. Donc il y avait des accords qui ont été validés, mais le problème c'est que jusqu'à aujourd'hui, ces accords-là n'ont pas été respectés. Le syndicat FO se plaint notamment de sanctions distribuées de manière aléatoire ou encore d'inégalités de traitement entre les salariés. Zitsonga leo bano justement mtsutsuholera kafanya wavira rikarda izitu babo do harma izengo rakoremwazo rakoremwazengo bekaza kohedzwa masirikali momo rejarda ishtuzo tazizimwa bandaza jazimwa waja bana basa wasurema zengo ishturu harma ishtuzo be wasubira nzielo amba wamondozwele ha direct mtwatsotolo azini mana wasubira harma ishtirongolo mabarua natini na yao ya moparamararu mtutolo azini avaso asila amba mtwatolo hazini de raja bana karta mtwa raja paramba bamnyatolo hazini mana mtwatolo hazini nziro watu shindo greve ta arudi. Autre problème, le paiement des heures supplémentaires. Selon les salariés en grève, ces dernières ne sont pas payées par l'employeur. Il y a aussi les agents qui travaillent le samedi, qui bénéficient normalement des heures supplémentaires et que l'employeur leur dise que
eh bien écoutez, moi je veux que vous travaillez le samedi, en revanche, je ne peux pas vous payer ces heures-là. Donc ça, on n'a jamais vu ça, sauf chez Tetrama. Donc nous pensons également que quand on fait travailler les agents les jours fériés ou les samedis ou les dimanches ou les jours fériés, voilà, il faut payer ces heures supplémentaires. Donc chez Tetrama, ce n'est pas du tout le cas. Les salariés réclament donc l'application du protocole de sortie de conflit datant de 2015 et souhaitent trouver un terrain d'entente concernant les négociations annuelles obligatoires. Un souhait partagé par la direction qui a connu une baisse de ses activités lors des derniers mois. Et à noter que la réunion tenue aujourd'hui entre la direction et les représentants syndicaux n'a rien donné. La soixantaine de salariés concernés a donc décidé de reconduire le mouvement de grève demain. Et autre sujet à présent, l'ouverture ce lundi de la 2e édition de la semaine des TPE. Une semaine pour mettre les petites entreprises mahoraises à l'honneur et valoriser leur savoir-faire. Des toutes petites entreprises de plus en plus au cœur de l'économie locale. En effet, au niveau national, ces petites structures qui comptent moins de 10 salariés représentent 20% de l'emploi salarié en France. À Mayotte, le sujet est donc au cœur des discussions. Ce matin, élus et entrepreneurs locaux étaient ainsi réunis à Sada pour réfléchir à comment booster ce secteur. Les précisions avec Sony Chamsidine. Les très petites entreprises au cœur du développement local, élus départementaux, municipaux, parlementaires et entrepreneurs étaient réunis au sein d'une entreprise de menuiserie à Sada. Un rassemblement pour valoriser l'importance des petites entreprises dans la dynamique économique des territoires. Globalement, on se rend compte au niveau national que les toutes petites entreprises sont les acteurs incontournables de l'économie de proximité. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde le tissu économique mahorais, on se rend même compte que c'est même plus des commerces de proximité, mais c'est surtout le tissu économique local qui est composé de 95% de TPE. Parmi les entrepreneurs en devenir, on retrouve Arcel et Mohamed, deux amis originaires du centre de Lille et fondateurs d'une start-up spécialisée dans la création de sites d'annonces et d'applications mobiles. Une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance, valeur estimée 200 000 €. Cependant, certaines difficultés apparaissent dans leur activité. Au niveau des difficultés en fait, qu'on rencontre actuellement, tout d'abord, il y a le problème en fait, financier, qui est vraiment en fait, un problème majeur. On aurait aimé en fait qu'au stade où on est arrivé, qu'on ait en fait un investisseur pour vraiment en fait, arriver à se développer encore plus. De plus, en tant qu'entrepreneur, les clients ils ont pas mal en fait, de mal à nous contacter, à nous voir. Nous là on essaie vraiment de répondre en fait à la demande, mais la clientèle mahoraise elle a du mal à venir vers nous. Parce que la technologie, le client mahorais pour l'instant il n'est pas encore prêt, mais nous notre objectif c'est de proposer un travail de qualité au niveau des créations de sites et des applications. Des TPE notamment appuyés par la BGE, le réseau de création d'entreprises a pour mission d'accompagner les jeunes créateurs dans leurs projets. Près de 1500 entrepreneurs ont été accompagnés par la structure. Aujourd'hui, 1350 TPE sont viables et le secteur reste prometteur. Vous avez des milliers d'étudiants qui partent en métropole et qui reviennent à Mayotte. Mais lorsqu'ils reviennent, il ne faut pas qu'ils se disent « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Il faut qu'on leur prépare le terrain pour que le terrain leur soit accessible à l'emploi. Et l'emploi aujourd'hui, comme je le disais, c'est en majeure partie des TPE. Donc ça veut dire professionnaliser les TPE, les aider dans leur quotidien, les dynamiser pour qu'ils puissent devenir des PME et pourquoi pas prendre en leur sein nos concitoyens qui sont partis pour se former à l'extérieur. Des très petites entreprises également créateurs d'emplois. On compte dans l'île près de 3000 salariés dans les TPE. Et je me tourne maintenant vers notre invité du jour, notre troisième invité, Albert Nianguil, secrétaire départemental de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Laragou va parler d'un événement qui se prépare très prochainement, le 1er avril, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Oui,
Oui, en fait, ce samedi 1er avril, nous organisons une journée de sensibilisation à la santé bucco-dentaire. Donc, en fait, c'est dans le cadre de la journée mondiale de santé bucco-dentaire qui est célébrée tous les 20 mars de chaque année. Mais pour des raisons pratiques, à Mayotte, nous l'avons reculé de quelques jours. Donc, c'est une journée qui est impulsée par la Fédération dentaire internationale et que nous organisons à Mayotte depuis 3 ans. Alors, l'objectif de cette journée, c'est d'encourager les individus, les familles, les communautés et le pouvoir public à mettre en œuvre toutes les mesures qui permettront de lutter efficacement contre les maladies bucco-dentaires. Donc, il faut rappeler que les maladies bucco-dentaires comptent parmi les maladies chroniques au même titre que le diabète, les maladies cardiovasculaires. Donc, ce sont des maladies chroniques courantes. Et il faut rappeler que la FDI nous rappelle souvent qu'à l'échelle mondiale, 90% de la population court le risque des affections bucco-dentaires sous une forme ou sous une autre, à savoir carie dentaire, maladie parodontale ou cancer. Alors à Mayotte, on constate que 75% d'enfants de 6 ans ont une carie dentaire, alors qu'au niveau national, en métropole, on a 30%. Donc alors c'est dû à quoi? C'est à des habitudes alimentaires ou justement une hygiène bucco-dentaire qui n'est pas forcément en fait, à jour? Alors les causes qu'on peut énumérer là, il y a effectivement les mauvaises habitudes alimentaires. Vous savez que nos anciens disent toujours qu'ils meurent avec des dents solides, alors qu'aujourd'hui on voit une fréquence de consommation de sucre fermentescible, que ce soit les bonbons, les chocolats, les jus d'orange, etc., qui montent en puissance, surtout chez les jeunes. Et ça, c'est un facteur très important de l'apparition de caries dentaires. On a aussi d'autres facteurs, comme par exemple l'insuffisance du gène bucco-dentaire. Donc, comme on sait bien que dans ce domaine, dans le domaine de la santé bucco-dentaire, la prévention, c'est un élément important et qui a montré ses preuves. Donc, c'est pour cela qu'au cours de cette journée, donc, le message, c'est en fait se brosser les dents, faire attention à son alimentation, mais aussi, n'oubliez pas de faire le contrôle annuel chez les dentistes ou biannuel si c'est possible. Alors, vous nous parlez des enfants de moins de 6 ans. Qu'en est-il, par exemple, des adolescents et des adultes? Est-ce que c'est les mêmes constats qui sont faits? Oui, c'est presque le même constat. Alors, il faut dire qu'à Mayotte, depuis que l'Union française des santé bucco-dentaire est à Mayotte depuis 2009, on travaille beaucoup dans le milieu scolaire et on vise plus la tranche de 6 ans et aussi de 12 ans. Pourquoi 6 ans et 12 ans? Parce qu'en fait, à 6 ans, il y a une dent qui apparaît, c'est la dent de 6 ans, et c'est cette dent qui va rester dans la bouche toute la vie. Et on insiste beaucoup que si on commence déjà la prévention à cet âge-là, donc cela va permettre à la personne de garder ses dents jusqu'à la fin de sa vie, sachant que on meurt avec ses dents. Ce n'est pas normal de mourir sans dents. Alors justement, un rappel du programme de ce samedi. Alors, donc, il y aura des animations, donc des stands d'animation. On va donc à 9h, donc de 9h à 12h, nous allons avoir des stands d'animation avec le stand de nutrition qui sera tenu par les agents de l'IREPS. Il va y avoir aussi un stand de sensibilisation qui sera tenu par les agents de la direction de santé du conseil départemental. Et nous allons avoir aussi des stands de brossage, donc en fait, stands de prévention où les enfants vont passer
ils vont tester le produit. Voilà, comme ça, avec un produit qu'on appelle le révélateur de plaques. Comme ça, ils vont voir donc si leur brossage est efficace ou pas. Donc, et tout ça, ça sera ponctué par l'animation qui sera faite par les enfants de Mabawa. Et en fait, il y aura également un stand de dépistage. Donc, en fait, les enfants pourront passer pour qu'on puisse leur dire l'état de santé bucco-dentaire de leur bouche. Alors, il y aura également des distributions l'animation des questions-réponses avec distribution de brosses à dents, etc. Voilà. Un rendez-vous est pris et puis un événement ouvert à tout public et qui est gratuit. Alors, je rappelle que ça sera ce samedi, place de l'ancien marché de Mamoudzou. Voilà. Merci beaucoup Albert Nyangil, secrétaire départemental de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Et je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 27 mars. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Hier matin, les membres du collectif de défense des intérêts de Mayotte se sont rassemblés place de la République à Mamoudzou. Probablement inspiré par ce qui se passe actuellement en Guyane, le CODIM a souhaité se faire entendre et a une nouvelle fois réclamé des actions de la part de l'État au sujet de l'immigration et des occupations illégales. Une grosse centaine d'individus étaient ainsi sur place, le tout à seulement quelques jours d'un verdict judiciaire très attendu. En effet, le 5 avril prochain, le tribunal correctionnel risque de sanctionner l'une des membres du collectif, accusée d'avoir décasé sa locataire en situation régulière et en possession d'un bail. Le procureur a réclamé 8 mois de prison, dont 4 fermes, et nul doute que quelle que soit la décision, l'affaire ne va pas en rester là. À ce titre, le CODIM prévoit déjà une action le 5 avril prochain, sans toutefois que la forme n'ait pour l'heure été dévoilée. Le conflit à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte pourrait être résolu avant de débuter. En effet, les agents de la CSSM ont déposé un préavis de grève prenant effet le 3 avril prochain. En cause, l'application des retraites complémentaires qui, malgré les promesses passées, n'est toujours pas effective à Mayotte. À ce titre, le président de la Caisse de sécurité sociale, Salim Naouda, a été reçu mercredi dernier à Paris par le directeur général de l'AGIC-ARCO en personne. Et les nouvelles sont bonnes puisque selon Salim Naouda, le dossier doit être bouclé définitivement lors de la réunion de la commission commune de l'AGIC-ARCO du 6 juin prochain. D'ici là, les partenaires sociaux de Mayotte doivent travailler et l'AGIC-ARCO les accompagnera en tant qu'experts. Si rien n'est encore fait, les choses semblent en bonne voie, un travail devant être mené localement entre syndicats des salariés et du patronat afin d'entériner de nombreux points tels que la valeur du point retraite ou bien encore les taux de cotisation. Et on termine avec cette dépression tropicale qui est actuellement surveillée de près par les services de Météo France. En effet, 2 trajectoires sont envisagées après sa formation et la première se situe au nord-est de Madagascar. Le phénomène pourrait ainsi traverser la zone et apporter de la pluie à Mayotte. Le second scénario prévoit la descente de la dépression vers le sud en direction de la Réunion. Cette fois, la dépression aurait pour effet d'aspirer les nuages porteurs d'eau hors du canal du Mozambique et de favoriser le départ des alizés, annonçant ainsi la saison sèche. Le phénomène est donc à surveiller de très près, car quel que soit le scénario, il ne sera pas sans conséquence pour le département. A noter que selon les dernières informations, le premier scénario serait le plus probable, même si les services de Météo France ne peuvent pour l'heure rien affirmer. Et pour terminer cette édition, je vous propose de prendre la direction de Dembéni où avait lieu ce midi une nouvelle conférence dans le cadre du programme culturel du CUFR. Cette fois, il a été question de géostratégie avec la thématique suivante au centre des enjeux géostratégiques régionaux, le cas des petits États et territoires insulaires de l'océan Indien. Une conférence menée par le Canadien Christian Bouchard dont la thèse portait justement sur le sujet et qui fait particulièrement écho à Mayotte. Le reportage d'Adèle Laurent. Depuis une dizaine d'années, le contexte géostratégique de l'océan Indien connaît une évolution rapide et profonde. En effet, le trafic maritime sur cette zone est important, notamment celui des flux énergétiques. Et pour surveiller ces flux commerciaux, les petites îles apparaissent comme des lieux de choix.
Dans la course actuelle, aux positions militairement avantageuses, elles sont donc aujourd'hui au cœur de l'analyse et de la planification stratégique des puissances qui entendent jouer un rôle de premier plan dans l'océan Indien au cours des prochaines décennies, comme c'est le cas pour les États-Unis, l'Inde, la Chine, mais aussi la France. La France a une présence en océan Indien importante. Elle a une présence d'abord qui est liée à des missions de souveraineté, donc déjà par rapport à ses propres territoires qui sont nombreux, y compris la Réunion, Mayotte, les Éparses, mais aussi les îles australes. En dehors de cet espace, la France est présente à Djibouti et la France vient d'ouvrir dans les dernières années une nouvelle base dans le Golfe Persique à Abu Dhabi qui sert à la fois donc de base aéronavale, mais qui est aussi le point de commandement maintenant de la force française en océan Indien. Et ces territoires peuvent avoir des fonctions différentes. En effet, ils peuvent remplir le rôle de station-service, de forteresse, de sentinelle et enfin, ils peuvent faire office de gendarmes, comme c'est le cas pour Mayotte. Mayotte, définitivement, depuis une bonne vingtaine d'années, est devenue... on a beaucoup renforcé son rôle de gendarme. Mayotte, lié aux problèmes de pêche illégale et d'immigration clandestine, évidemment, donc, a été développé, ou on a développé donc toutes les fonctions de gendarme maritime. Ensuite de ça, Mayotte peut définitivement jouer un rôle sur le plan de la sentinelle, c'est-à-dire donc renseignement, patrouille maritime, pardon, depuis Mayotte. Donc on peut facilement bien surveiller et contrôler ce qui se passe dans le nord du canal de Mozambique et c'est un avantage certain. Mayotte peut également servir de base militaire secondaire si le canal du Mozambique venait à ne plus être sécurisé. L'océan Indien est donc un théâtre d'opérations en évolution rapide avec des pays voulant assurer leur mission de souveraineté, de défense, d'assistance qui s'engagent stratégiquement avec une présence militaire avancée qui permet de protéger leurs intérêts. Christian Bouchard nous en dit plus sur l'évolution que devrait connaître cette zone du monde. Pour expliquer une présence militaire, il faut regarder quels sont les intérêts. Et les intérêts qui sont à protéger dans le cas de l'océan Indien sont d'abord des intérêts liés à la sécurité maritime. Donc pour tous les États, c'est vrai depuis que les États-Unis ont protégé le pétrole qui sortait du Golfe Persique, c'est maintenant vrai pour les Indiens et les Chinois. Deuxième intérêt, donc effectivement, sécuriser les investissements et donc les activités économiques qui sont loin d'être négligeables, surtout de la part des Chinois, donc dans les dernières années, sur les côtes africaines, dans les îles en général. Les Indiens sont un peu derrière, mais ils ont une politique de rattrapage à cet égard. Et tous ces investissements doivent être aussi, en quelque sorte, sécurisés par au moins une surveillance et un dispositif donc, qui permettrait une intervention au besoin. L'océan Indien, un immense échiquier où les puissances mondiales viennent placer leurs pièces. Ce qui est sûr, c'est que les petites îles sont plus que concernées par le jeu des puissances dans cette zone. On peut toutefois se demander comment évoluera le contexte de sécurité, de l'économie, du social, de l'environnemental, de la vie politique locale ou encore des relations internationales de ces territoires. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infokwezi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Et ce soir, comme chaque lundi, ne ratez pas votre rendez-vous sportif. K-Sport, c'est tout de suite à 19h40. Excellente suite de programme à vous sur KTV et à demain.